la phrase ultime de Warren Buffett et que j'ai utilisée en avril en fermant les yeux, c'est il faut avoir peur quand tout le monde est avide et être avide quand tout le monde a peur. J'ai un peu la perception qu'il va utiliser cette menace droit de douane envers et contre tout, une action politique, pas seulement une action économique. Bayrou, qui est le roi de l'immobilisme, historiquement, à chaque fois qu'il a été aux affaires, là, en l'occurrence, se retrouve dans une situation où il faudrait le mec le plus malin de la classe, et encore, on n'est pas sûr qu'il y réussirait, à ne pas se faire censurer à droite à gauche. Et je ferai le pari aujourd'hui, pour les 10 prochaines années, du rebond de l'économie européenne. Tant que la musique joue, il faut danser. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Amaury de Tonquédec, c'est Allo la Martingale. Soyez les bienvenus dans la libre antenne de votre argent. Je rappelle le principe, vous nous laissez un message sur le WhatsApp de la Martingale en cliquant sur le lien qui se trouve un peu partout sur les réseaux de la Martingale, qui est dans notre Linktree par exemple, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube. Ou alors vous nous écrivez directement à l'ancienne au 07 49 76 11 67. Tout est permis. Si l'argent n'est pas un tabou, que vous soyez investisseur débutant ou confirmé, on vous répondra. Question, objectif, situation. Plus vous nous mettez de contexte, mieux on pourra vous aider. Et puis ensuite, on appelle les meilleurs experts pour vous répondre au programme du jour. Et oui, les menaces continuent de Donald Trump. 30% de droits de douane pourraient être infligé sur les importations en provenance de l'Union européenne à partir du 1er août. Qu'est-ce que ça change, notamment pour les entreprises cotées ou non d'ailleurs en Europe. Et puis voilà, on a la bourse européenne avait plutôt la cote ces derniers mois face à la baisse de la bourse américaine au moment de l'annonce des tarifs. Est-ce que c'est encore le cas ? Est-ce que c'est une menace pour la bourse européenne ? Est-ce que c'est le grand retour au contraire de la bourse américaine ? Est-ce qu'une crise tout simplement se profile à la rentrée ? On y répondra. Et puis en France, sinon Emmanuel Macron qui double le budget de la défense, qu'est-ce que ça change ? On a déjà beaucoup parlé de cette thématique dans l'émission. Est-ce que il faut se renforcer sur la défense ? Un plan d'économie de 40 milliards d'euros pourrait être annoncé aujourd'hui à 16h par le gouvernement. Eh bien, est-ce que c'est juste un feu de paille ou alors est-ce que c'est un vrai game changer, comme on dit sur les marchés, en tout cas en France. Et puis, on voit que les besoins de financement des États sont en hausse. On le voit chez nous, avec des rendements des obligations françaises à 10 ans qui sont sur des niveaux historiquement élevés. Est-ce qu'on est tout seul ? Qu'est-ce que ça change pour les investisseurs ? Est-ce qu'il faut aller toujours dans le crédit ? Quels sont les risques ? On en parlera. Et je le disais, bien sûr, on a des invités exceptionnels à chaque émission. Ils sont tous les deux déjà venus dans Allo la Martingale. C'est la reine des taux. À la fin de cette émission, l'obligataire n'aura plus de secrets pour vous. Et puis, c'est bien qu'elle soit là parce que on a beaucoup de questions, notamment sur tous ces taux souverains ou ces taux privés. On en parlera. Les responsables de la stratégie taux du premier gérant d'actifs européen, Amundi, qui gère plus de 2000 milliards d'euros d'actifs. Valentine Hénouz est avec nous. Bonjour Valentine. Bonjour Amaury. Tu es responsable de la stratégie taux chez Amundi Investment Institute. Il a connu la bourse au Palais Brognard. Il commence sa carrière dans le private equity, d'abord en Asie. Et puis d'ailleurs, il tenait un bar à Hong Kong, voilà, où il gérait la programmation musicale. Et puis après, il retourne en France afin de lancer sa société de gestion asset management, une société d'asset management en 2008, un instant avant la faillite de Lehman. C'est ce qu'on appelle un baptême au glaçon. Et puis en début d'année, il a adossé sa société de gestion Pléiade AM à Sony AM afin d'y construire une practice tech. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Comme en témoigne notamment la récente opération avec Quadrille Capital. Louis de Montalembert est avec nous. Bonjour Louis. Bonjour Amaury. Gérant senior chez Sony Asset Management. Peut-être un petit mot pour commencer sur cette opération toute fraîche. Qu'est-ce que vous faites ? Alors en fait, les gérants privés, les gérants en France sont très habitués à gérer de manière géographique, pense la France, puis l'Europe, et éventuellement le reste du monde, les pays émergents. Et nous, on pense que la tech, c'est le monde de demain. Les Européens s'y intéressent trop peu et en réalité, ça devrait être absolument dans tous les portefeuilles. Et comme c'est un actif, c'est une classe d'actifs en soi, on a essayé de se spécialiser sur la tech, de construire une équipe substantielle, puisque Jean-Edouard Réa, qui travaillait chez Quadrille Capital, va rejoindre Sony AM. Et on a un accord avec Quadrille Capital, qui est une société de private equity, de venture installée en France et aux États-Unis, qui investit dans les meilleurs fonds de la planète, qui a une activité fonds de fonds, une activité secondaire,
primaire et avait du côté, donc décide d'apporter son côté à Sony. Donc on fait une équipe qui est substantielle, mais surtout on fait des échanges d'informations avec Cadry. Cadry a des informations sur environ 1000 entreprises non cotées dans le monde à travers les différents fonds dans lesquels ils sont investis. Donc ça nous permet de faire toute la chaîne de valeur depuis le début d'une entreprise et donc de connaître toutes les tendances technologiques. Et c'est un avantage informationnel pour nous en tant que gérants cotés, donc à la fin du cycle, qui est absolument incommensurable et inégalable. C'est pour ça qu'on veut faire vraiment une équipe qui s'occupe exclusivement de tech et pas de manière opportuniste comme on peut voir ici ou là. Bon, bah clairement, voilà, hein, il faut te suivre si vous vous intéressez à la tech, parce que là, il y a quelque chose de très, très grand qui arrive. Et puis, on salue Jean-Edwin Réa, qui est déjà venu aussi à ce micro dans cette émission. Qui est un vrai savant de la tech. Hein. Ça fait 25 ans qu'il est dans la tech, il connaît toutes les boîtes, tous les changements. Moi, je l'ai découvert en regardant BFM Business où il parlait de la chaîne de valeur du carbure de silicium. Ouais. C'est quand même assez pointu. Donc le gars, tout le monde n'en parle pas. Voilà, Jean-Edwin Réa qu'on salue. Et puis Amandine et nous, Valentine et nous, voilà, toujours avec nous. Voilà, c'est la deuxième fois que tu viens ici. Bon, j'y mets de ton côté, toujours chez Amundi. Tout va bien chez Amundi. Voilà. Tout va bien. Voilà, on a pas mal de choses à venir d'ailleurs avec Amundi. Une nouvelle série qui arrive et qui va être très sympa. Je propose qu'on passe tout de suite aux questions qu'on a reçues cette semaine. On va écouter Thomas qui nous a laissé un vocal. On l'écoute. Hello Amaury, hello la team La Martingale, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Une petite question par rapport aux droits de douane aux US pour l'Europe qui vont se passer à 30% à partir du 1er août, donc en plein milieu de l'été en plus. J'ai 3 questions par rapport à ça en fait. La première, c'est est-ce que ça veut dire que c'est la fin du bull run sur les actions européennes qui avaient quand même énormément progressé ces derniers mois? La deuxième question, c'est est-ce que ça veut dire que il y a possiblement un shift pour un bull run sur les actions US, même si S&P 500 est déjà sur des niveaux records. Peut-être que les valeurs de la tech peuvent repartir encore à la hausse, notamment, ou d'autres. Et troisième question, on dit que souvent, les crises financières se préparent pendant l'été. Est-ce que ce ne serait pas justement ce qui est en train de se passer avec toutes ces histoires de droits de douane, ou au contraire, vous pensez qu'on va vite trouver un accord qui va peut-être d'ailleurs intervenir avant le 1er août et du coup annuler ces 30% qui ont été imposés par Trump et sa team. Merci à tous, encore bravo pour ce que vous faites et hâte d'écouter vos réponses. Merci beaucoup Thomas pour ton message. Écoutez, là, alors les 30% de droits de douane déjà, on n'est pas sûr qu'ils arrivent, qu'ils vont arriver, c'est une menace, une énième menace de Donald Trump. Parce que les négociations avec l'Union européenne avaient un petit peu de mal à avancer. Ce que demande Thomas, c'est assez intéressant, c'est que finalement, on pensait qu'en Europe, on était à l'abri, avec un petit peu tout ce bazar qui se passait aux États-Unis. Trump, pour l'instant, nous avait plus ou moins épargnés. Et finalement, si ces 30% de droits de douane seraient effectifs au 1er août, effectivement, comme le disait Thomas, en plein milieu de l'été, ça pourrait quand même être assez inquiétant pour les actions européennes et même autres. Je ne sais pas, Valentine, quelle est ta première réaction par rapport à ce danger potentiel ? Alors, jusqu'à présent, depuis le début de l'année, on avait eu un rallye qui avait été porté par les espoirs d'une croissance à moyen terme qui était meilleure en Europe avec le plan de redressement en Allemagne. On avait aussi une économie qui se tenait à peu près grâce aussi à l'assouplissement aux baisses de taux de la BCE. Alors, il faut être très clair, des droits de douane à 30%, c'est un vrai risque pour l'économie européenne qui risque avec un niveau de droits de douane à 30%. Attention, ce n'est pas encore un scénario central, ça reste plutôt un scénario de risque aujourd'hui pour nous. C'est une économie européenne qui bascule en récession. Nous, on était plutôt sur des droits de douane entre 10 et 15%, qui a amené une croissance européenne plutôt autour de 0,8. Donc, c'est quelque chose, une hausse très significative comme cela des droits de douane. Cela peut changer la donne pour l'économie européenne. Donc oui, c'est un risque et on est un peu dans un été, l'été de tous les dangers. Cet été, quand même, il ne va pas falloir être trop loin de... Enfin, il va falloir continuer de suivre l'information de très, très, très près parce que oui, il y a quand même des risques aujourd'hui qui pèsent sur le scénario, sur nos scénarios et sur les marchés. Louis, bon, Valentine n'a pas l'air pour l'instant plus inquiète que ça. En mode, c'est pas sûr, ça va pas forcément... Ça n'a pas forcément beaucoup bougé pour l'instant. On ne sait pas si ça va arriver. Toi, quel est
ton scénario, ton constat par rapport à ça, ces droits de douane qui pourraient, hein, on parle bien au conditionnel, quand même 30% de droits de douane sur l'Union européenne. Est-ce que tu y crois, toi, ou alors tu te dis, bon, c'est une énième provocation de Donald Trump, c'est sa manière de négocier, puis finalement, il n'y aura pas grand-chose. Pour l'instant, le marché n'y croit pas, ça c'est sûr, parce que la première ouverture du marché qui a été lundi, je crois, post-annonce, en réalité, le marché français a baissé de 0,4, marché européen était à moins 0,5 sur la journée, donc je ne crois clairement pas au moins 30, enfin aux 30% de droits de douane. Et je pense que c'est une tactique de négociation, comme on en a vu depuis le début, et puis Trump a été très vexé de constater qu'il y avait le taco trade qui est Trump always chickens out, ça veut dire qu'en réalité, il ne met jamais en place. En fait, quand on regarde ces droits de douane, on cumule 30% pour l'Europe, 30% pour le Mexique, le Canada, 50% pour le cuivre, les 50% qu'il a mis sur l'acier. Bon, déjà, le cuivre, il n'y en a pas aux États-Unis. Donc, on se dit que il y a des zones d'ombre dans ce qu'il met sur la table, mais c'est clairement des tactiques de négociation parce que oui, certes, ça ferait mal à l'économie européenne, mais je pense que l'économie américaine ne peut pas vivre avec ce type de droits de douane pour la simple raison qu'on est dans des économies qui sont très intégrées, notamment quand il parle du Mexique et du Canada, mais même avec l'Europe. Il y a énormément d'échanges avec l'Europe. Ça ne veut pas dire que c'est une voiture en entier qui arrive aux États-Unis. Ça veut dire qu'il y a plein de flux, de pièces, d'éléments économiques qui s'échangent au quotidien et qui, par conséquent, ne pourraient pas avoir ces passages de frontières multiples. Donc, alors, certainement moins avec l'Europe qu'avec le Mexique. Donc, pour l'instant, le marché n'y croit pas et moi, je n'y crois pas non plus parce que ça ferait véritablement une conflagration économique à laquelle ni les États-Unis ni l'Europe ne pourraient vivre. C'est un bras de fer qui doit aboutir apparemment au 1er août parce que je pense qu'en termes de crédibilité, Trump ne peut plus tellement s'offrir l'idée de dire qu'il ira tellement plus loin. Il doit résoudre quand même une équation budgétaire qui est quand même pas simple. Il faut se souvenir qu'aux États-Unis, il n'y a pas de TVA fédérale, il y a une TVA locale, mais par conséquent, cette espèce de manne qui, pour nous, notre gouvernement constitue probablement le premier poste d'impôt, n'existe pas pour le gouvernement fédéral aux États-Unis. Et donc, sa solution, c'est de le prélever sur ce qui rentre. Mais il faut se souvenir que quand il a mis des droits de douane sur l'acier en 2018, lors de son premier mandat, ça a créé 1000 postes dans l'acier. Et ça a détruit 75 000 postes dans l'industrie. En fait, il y a un truc qui est complètement absurde sur l'acier, encore plus sur le cuivre, mais de se dire qu'on va aller après ce qui est au début de la chaîne de valeur et qu'on va détruire tout ce qui est à valeur ajoutée à cause de ça. Comment est-ce qu'il peut prétendre à la compétitivité d'une voiture américaine si il y a des droits de douane de 50% sur l'acier? L'acier, c'est pas hop, je claque des doigts, il y a des aciéries qui poussent à droite à gauche. Donc aujourd'hui, on voit pas bien clair. Il y a des zones d'ombre parce que le cuivre, on ne comprend pas comment est-ce qu'il peut mettre ça, qui vise avec le cuivre. Et donc, on va voir. Il a même utilisé à titre politique vis-à-vis du Brésil. Donc, c'est quand même étonnant parce que là, on n'est plus dans le registre économique. Ça, je trouve que c'est un point extrêmement intéressant, le fait qu'il utilise les droits de douane. C'est pour ça que je ne suis pas tellement convaincu que ça va se terminer le 1er août. J'ai un peu la perception qu'il va utiliser cette menace droit de douane envers et contre tout, une action politique, pas seulement une action économique. Donc c'est peut-être un nouveau mode de fonctionnement, d'utiliser les droits de douane, qui normalement doit être quelque chose d'assez stable pour la santé du commerce mondial, comme une menace. Bon, je n'ai pas obtenu ce que je voulais d'un point de vue politique. J'utilise la menace droit de douane. Mais c'est désastreux pour les chaînes de valeur. On a vraiment besoin, pour l'environnement du commerce mondial, c'est un vrai désastre. On a besoin de stabilité. Les entrepreneurs, pour pouvoir faire un plan d'investissement, c'est des plans en général à 4-5 ans, quand on décide d'investir, etc., la chose la plus importante, c'est la stabilité. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le Brésil, je fais juste une incise, d'abord, c'est déficitaire vis-à-vis des États-Unis, mais quand on pense aux chaînes de valeur, c'est là qu'il y a le leader mondial des réfractaires. Donc pour toute l'industrie des aciéries, notamment, ce qui permet de construire des lignes d'aciérie. Donc en fait, on a l'impression que c'est en permanence se tirer une balle dans le pied sur la capacité économique de son pays. Mais alors, c'est intéressant parce que la question de Valentine, j'allais y venir, c'est que j'allais te dire... En fait, Louis, le 1er août, ça y est, tout est fini. Parce qu'effectivement, est-ce qu'il ne pourrait pas utiliser cette menace-là, mais jusqu'à la fin de son mandat? Et que finalement,
tous les mois, il va dire attention, si ça marche pas, je menace avec des droits de douane, etc. Est-ce que finalement ce truc-là, il peut traîner longtemps? Je pense que ça peut être un nouveau mode de fonctionnement, mais ce qu'il faut quand même, est-ce que lui met bien en avant, c'est que ça a aussi un impact sur l'économie américaine. Et jusqu'ici, on est quand même surpris d'une économie américaine qui résiste plutôt bien, qui ralentit, mais qui résiste assez bien. On ne voit pas un ralentissement prononcé de l'économie américaine, mais on a des niveaux d'incertitude aujourd'hui extrêmement élevés qui pèsent sur le consommateur, qui pèsent sur les entreprises. Et pour l'instant, l'impact de la politique de Trump sur l'économie américaine, on ne l'a pas encore vu. Donc pour moi, les limites peuvent être atteintes quand on va commencer à voir l'économie américaine elle-même lourdement pénalisée par une politique un peu erratique, même si elle a un but, même si je comprends derrière les objectifs, et je les trouve aussi intéressants de cette politique de Trump, cette volatilité qu'il a dans ses annonces va finir par quand même peser sur le moral des entreprises, sur l'investissement. Et l'investissement, c'est quand même le moteur de l'économie américaine. Investissement et gain de productivité. Donc si on commence à voir les entreprises aujourd'hui aux États-Unis qui disent « Oula, moi je ralentis mes investissements parce que je n'arrive pas à voir où on va être dans 6 mois, dans 1 an et dans 2 ans », eh bien là, on va commencer vraiment à... cette économie, la machine de l'économie américaine va commencer à s'enrayer. Bon, si je résume, pour une première partie de réponse à la question de Thomas, les droits de douane de 30% le 1er août, a priori, on n'y croit pas trop pour l'instant. On n'y est pas. Ouais, encore une fois, c'est du conditionnel, on ne sait pas, mais on n'y croit pas trop, c'est assez peu probable. Mais par contre, croire qu'on est potentiellement sorti d'affaires le 1er août, c'est pas forcément le cas non plus. Ça pourrait être le cas, mais ça pourrait durer. Non, parce mais que moi, finalement, je pense quand même juste que... pour finir là-dessus, c'est que si effectivement, c'est un moyen de pression. C'est-à-dire que s'il a plus ça, qu'est-ce qui lui reste? Non, mais je pense que Trump a quand même besoin, à un moment ou l'autre, de rentrer dans un narratif positif. Il faut se souvenir qu'il y a les élections de mi-mandat en novembre 2026. Là, il prend des mesures qui vont être délétères pour l'inflation. On sait qu'il a été élu. Le principal argument de vote, ça a été l'inflation. Ce qui a tué les démocrates en grande partie, c'est l'inflation. Donc là, il prend des mesures qui sont inflationnistes, peut-être même récessionnistes, mais en tout cas inflationnistes dans un premier temps. Et ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui payent déjà 10% au niveau mondial et plus sur les voitures, etc., avaient du stock, donc elles n'ont pas encore imputé dans les prix. Mais là, elles vont commencer à imputer dans les prix. Donc, il y a des brokers qui commencent à dire plus de baisse de taux d'ici à la fin de l'année, qui est l'inverse de ce qu'il essaie d'obtenir. Donc, il a besoin de rentrer dans un narratif positif et d'arrêter justement ces nouvelles anxiogènes. Donc, je pense pas que d'abord une menace ne fonctionne que dès lors que l'interlocuteur y croit. C'est un peu comme le nucléaire avec Poutine. Il y a un moment, à force de l'agiter, on n'y croit plus trop. Et là, quand on voit le marché qui bouge pas, il faut se souvenir quand même du 2 avril. Le 2 avril, tout s'effondre, d'accord ? Là, aujourd'hui, il annonce quelque chose qui est potentiellement pire, parce que le 2 avril, l'Europe, c'était 20%. C'était pas 30, ouais. C'était pas 30. C'est énorme. Là, on est passé à 30. Le marché bouge pas d'une oreille. Mais ça doit encore plus l'énerver, là. Ça doit l'énerver qu'il n'y ait rien qui bouge et que finalement, les gens n'y croient plus. Alors qu'il annonce quelque chose de pire que le 2 avril. Non, mais je suis d'accord avec ce que dit Valentine, c'est que ne pas savoir, c'est délétère. Les stratégies d'investissement sont des stratégies à long terme. On engage de l'argent sur le long terme. Les chaînes de valeur, on ne peut pas les bouger du jour au lendemain. Donc, à mon avis, c'est délétère et je suis d'accord avec Valentine. En fait, on a un risque qui est récessif. Moi, je pense qu'il ne faut pas discounter la possibilité qu'il y ait on n'y est récession. pas quand même. On n'y est pas. Mais on n'y est pas jusqu'au jour où on y est. C'est pas faux. Une tautologie, mais c'est pas faux. Et le vrai risque aussi, c'est on voit aussi cette économie américaine, elle a été jusqu'à présent portée par des anticipations d'assouplissement de la politique monétaire de la Fed. C'est-à-dire que les marchés aujourd'hui sont confiants que la Fed, au cours des prochains trimestres, va pouvoir baisser ses taux et ramener ses taux à un niveau autour de 3%, légèrement supérieur. Et ça, ces baisses de taux, c'est quand même un soutien important à l'économie américaine. Et si, comme l'a dit Louis, on rentre dans un environnement où il y a un peu plus d'inflation, et c'est quand même quelque chose de vraisemblable, à cause de la politique de Trump, ça veut dire que la Fed ne va pas pouvoir baisser ses taux. Et on va avoir un durcissement des conditions de financement. Et ça va peser sur l'économie. Donc, incertitude plus des durcissements des conditions de financement, ça peut amener un ralentissement beaucoup plus fort que ce que le marché anticipe aujourd'hui. Ok, parce que là, j'allais te dire, c'était ma deuxième question, c'était de dire, finalement, on a un peu l'impression que quoi qu'il se passe sur les marchés, la Fed sera là toujours pour sauver un peu la mise et que finalement, elle sauvera un petit peu les marchés. Et c'est ce à quoi un petit peu se rapproche de ce que tu nous en dis. Il y a une bonne partie des investisseurs aujourd'hui. C'est qu'on se dit,
de toute manière, la Fed interviendra s'il y a un problème. C'est un peu ça le truc. Alors- Et là, tu es en train de dire que finalement, s'il y a trop d'inflation, ça pourrait ne pas être le cas. Alors, ce qui est très positif aujourd'hui, c'est que la Fed a de la marge de manœuvre pour baisser ses taux. Si on regarde les taux de la Fed aujourd'hui à 4,5, ils sont globalement 2% au-dessus des niveaux d'inflation. Donc ça veut dire que la Fed va pouvoir baisser ses taux. Après, le sujet, c'est que si on a des pressions d'inflation fortes, la Fed, elle peut être embêtée pour pouvoir baisser ses taux, surtout si on a ce qu'on appelle un désancrage des anticipations d'inflation. C'est que ce qui est très positif aujourd'hui, c'est que si on regarde à moyen terme, les marchés, il est très confiant sur le fait que la Fed soit capable de ramener l'inflation à 2%. Mais si le marché commence à dire « Ouh là là, à moyen terme, je suis absolument plus confiante que la Fed soit toujours très sérieuse pour pouvoir ramener son inflation à 2%, eh bien là, la Fed, elle va plus pouvoir baisser ses taux. Ouais. Okay. Ouais, moi, je pense qu'il y a quand même un problème, c'est qu'on parle beaucoup de la Fed sur la baisse des taux, mais le gros problème, c'est le financement de la dette américaine. Là, on est sur les taux longs. Et donc, quand on pense que la Fed sera là, c'est qu'on se dit la Fed peut finalement peut émettre de la monnaie, racheter les obligations d'État. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un bras de fer aujourd'hui mais d'ailleurs aussi en Europe, entre des banques centrales qui disent la fête est finie et des gouvernements qui ne savent pas comment éteindre la musique. Autrement dit, la surdépense, etc. Et donc, pour les États-Unis, il y a ce sujet-là. Et tout ça fonctionne jusqu'au jour où les gens se disent que la Fed n'est plus indépendante. Voilà. Et donc, en mai 2026, donc quasi demain, on sait qu'on n'aura plus Jay Powell qui va se faire virer. Enfin, en tant que président, il sera toujours banquier central, mais en tant que président de la Fed, est remplacé par quelqu'un qui pourrait être beaucoup plus accommodant. Alors là, il y a tout un débat sur savoir si cette personne a tous les pouvoirs, compte tenu qu'il y a quand même un conseil des gouverneurs et qu'elle ne peut pas être complètement en désaccord avec le conseil des gouverneurs. Mais si le marché a la perception qu'il y a un désaccord qu'il y a une perte d'indépendance de la Fed, là, on parle d'un autre délire. Il faudra nous inviter à nouveau pour qu'on en parle. Ah bah, j'espère. Alors, j'espère qu'on ne parlera pas forcément de ça pour les portefeuilles de tout le monde. C'est possible. C'est très possible. Ça reste un scénario possible qu'on regarde de près. Mais le grand rappel à l'ordre pour monsieur Donald Trump, ce sera les marchés obligataires. Parce que s'il commence à jouer avec l'indépendance de la Fed, les investisseurs, avec le niveau de dette important des États-Unis aujourd'hui, seront très, très sceptiques à aller financer la dette américaine. Et on verra les taux longs s'envoler. Mais je crois que d'ailleurs, il y avait un ancien banquier central qui avait dit qu'il voulait se réincarner en marché obligataire parce qu'il pensait que c'était ça qui avait vraiment le pouvoir ultime. C'est un pouvoir ultime. Voilà, c'est le pouvoir ultime. On voit avec l'Angleterre, le UK, dès que le gouvernement anglais veut avoir un budget un peu trop expansionniste, il y a un rappel du marché obligataire. Directement, il y a réajustement. C'est une force de rappel extrêmement puissante. Même au moment des tarifs, on disait, mais il n'y a que ça, potentiellement, qui pourrait l'arrêter, Donald Trump, au moment de cette histoire, justement, de financement de la dette américaine. Il cherche qu'une chose, c'est justement d'avoir des taux bas. Donc, il y a un moment où, à force de chercher des taux bas, il va finir par avoir des taux élevés parce qu'il sera allé trop loin dans sa stratégie. Ce qui est extrêmement important sur les taux bas, et pourquoi la dette américaine est très très sensible au taux de la Fed, c'est en gros il y a 30% de la dette américaine à refinancer sur les 12 prochains mois. Donc la dette américaine est extrêmement sensible au taux de la Fed. C'est pour ça qu'il est très très focalisé sur le pauvre Monsieur Powell, qui reste très très indépendant. Franchement, très beau job, très très beau job. Et pour l'instant, il tient. Il tient très très bien. Ouais, pour l'instant. Mais pour ça qu'il insiste lourdement sur le fait qu'il faut baisser les taux de la Fed, Mais après, si on regarde, pour être honnête, pourquoi la Fed ne baisse pas aujourd'hui ses taux? C'est parce qu'il y a un risque de pression inflationniste à venir. Parce que s'il n'y avait pas ce risque de pression inflationniste à venir, si on regarde aujourd'hui les chiffres d'inflation qu'on a aujourd'hui, la croissance qu'on a et les niveaux de taux, les taux sont trop hauts. D'où le fait que si Donald Trump veut potentiellement avoir une baisse des taux de la Fed, il n'a peut-être pas intérêt à mettre 30% de douane. Exactement. Oui, mais là moi, je pense qu'il y a quand même un débat parce qu'au final, d'avoir un choc de prix, admettons qu'en France, on passe la TVA de 20 à 23%, il y a un choc de prix de 3 points. C'est pas ça la définition de l'inflation. Après, on parle, et c'est plutôt récessif. C'est-à-dire tout d'un coup, les gens se retrouvent avec 3% de moins, etc. Donc c'est là où le débat quand même est ouvert et que la Fed... alors c'est peut-être parce qu'il y a des mécanismes d'inflation, puisque c'est une boucle prix-salaire, qu'ils ont peur que ça rallume. Mais la vérité, c'est que c'est un choc de prix. Ce n'est pas véritablement de l'inflation additionnelle. Donc ça se questionne un peu. Et c'est ce qu'on a comme... Exactement, ça c'est très très important. C'est ce qu'on a comme scénario aujourd'hui sur les marchés obligataires.
les marchés aujourd'hui anticipent une croissance de l'inflation, mais qui soit modérée et transitoire. Et ça, c'est ce qu'anticipent les marchés de taux aujourd'hui. Et tant qu'on a que cette anticipation du fait que le hausse de droits de douane n'est qu'un impact modéré et transitoire sur l'inflation, ça, c'est un message qui reste très, très positif pour les actifs risqués. Ça veut dire que dans ce contexte, la Fed peut baisser ses taux. Si on bascule sur un scénario où cette hausse, et qui n'est absolument pas ni le scénario du marché, ni le nôtre d'ailleurs, où cette hausse des droits de douane amène une inflation qui soit élevée et pas transitoire, et une Fed qui ne puisse pas baisser ses taux, ça, c'est le scénario noir pour les marchés. Bon. Mais moi, je ne crois absolument... Non, il y a la récession aussi. Et qui amène une récession. Parce que la baisse du dollar, en plus, a induit des coûts additionnels des intrants. Les gens doivent acheter de plus en plus cher les trucs. Mais ça, pour l'instant, on est quand même sur le fait que l'impact sur l'inflation soit modéré et transitoire. Bon, là, on vient de faire un tunnel passionnant, mais sur l'inflation, les risques de récession, les taux, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement sur les marchés aujourd'hui pour pouvoir qu'on puisse répondre à Thomas? Louis, typiquement, il s'inquiétait du fait que ce ne soit pas forcément très bon pour la bourse européenne. Il se demande si finalement, ce n'est pas le grand retour de la bourse américaine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a une réallocation à faire de son portefeuille? Est-ce qu'il faut surtout ne rien faire? Qu'est-ce qui se passe? Moi, déjà, tant que la musique joue, il faut danser. C'est mon principe dans la c'est vie. beau, ça. C'est beau. Non, en fait... Mais là, danser, ça veut dire quoi? Danser, ça veut dire quoi je vais dire... Il faut être le premier à quitter la piste si la musique s'arrête. Oui, je suis d'accord. Moi, historiquement, je suis toujours investi et je ne suis investi qu'en actions parce que c'est très difficile de savoir quels sont les moments où il faut sortir. La dernière fois que j'ai essayé de faire du cash, c'est en mars 2020, au moment du Covid. C'était pile le moment où il fallait, au contraire, remettre la gomme. Et je me rappelle très bien, en fait, c'est très difficile dans les points bas de marché, d'abord de les déceler comme points bas, mais surtout de ne pas laisser ces émotions de peur te dominer. Oui, donc, mais là, la question, ça, c'est un premier point. Là, on n'est pas sur un point bas de marché, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la question de l'allocation, elle est complexe parce qu'on retire de l'argent du marché. Parfois, on se dit, j'étais malin, j'ai retiré de l'argent du marché. On ne sait jamais le remettre. Ça, c'est un premier point. Donc, moi, ma tendance, ça serait de dire, est-ce qu'on vraiment, on va être suffisamment malin pour faire les deux moves? En général, non. Donc, en général, je dis qu'il faut rester 100% investi. Néanmoins... Donc, ceux qui sont investis, là, tu leur dis, bougez pas. Non, néanmoins, je suis un peu inquiet quand même, pour être honnête. Mais un peu inquiet, ça veut dire que moi, j'ai 15%... Non, j'ai 15%... Non, j'ai 15% de mon patrimoine en cash à l'heure actuelle. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Voilà, moi, c'est tout ce que je peux dire. J'ai 15%. Est-ce que le risque, il vient des États-Unis ou est-ce qu'il vient de l'Europe? Je ne sais pas le dire. Je pense que de savoir de quel côté la pièce va tomber sur les taux, c'est quand même pas sur les droits de douane, c'est quand même pas idiot d'enlever un peu d'argent de la table. Mais on ne sait jamais comment ça tourne. Je veux dire, début avril, on était tous à courir dans tous les sens, les bras en l'air, en disant on va tous mourir, on va tous mourir. Il fallait investir à partir du 5 avril massivement. Les marchés ont repris 25% en droite ligne. Donc, il faut se méfier de penser qu'on est plus malin que le marché. Voilà. Non, mais bien sûr, d'une manière générale, à chaque fois, il faut le faire un petit peu quand c'est la panique. Conseil. Non, mais il faut le faire un petit peu quand c'est la panique totale, parce qu'après, souvent, ça remonte assez vite derrière. Et encore une fois, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Mais en général, c'est ce qui se passe. C'est vrai. La phrase ultime de Warren Buffett et que j'ai utilisée en avril en fermant les yeux, c'est... Il faut avoir peur quand tout le monde est avide et être avide quand tout le monde a peur. Le truc, c'est qu'on a tous peur comme tout le monde. D'accord ? Et donc, moi, en avril, j'avais peur comme tout le monde. J'ai vu mon fonds se péter la gueule de 30%. J'avais peur comme tout le monde. J'ai fermé les yeux, j'ai écouté Warren et j'ai remis un peu tous les jours et grand bien m'en fasse parce que ça a été... les points d'entrée, c'est quand même un truc assez unique. Donc, avoir du cash aujourd'hui en se disant que Trump, avec sa volatilité naturelle, va recréer des points d'entrée, c'est une bonne idée. Ok, donc Thomas, il bouge pas, ce qu'il a déjà fait. Mais par contre, si on a la chance d'avoir du cash... Non, mais donc il sortirait un peu, il peut faire un peu de cash. Moi, je pense avoir un peu de cash aujourd'hui, c'est pas idiot. Oui, mais si tu... À choisir, typiquement, tu retirerais... Il sort un peu de cash, 10-15%. Oui, mais tu sortirais de quoi? Plutôt l'Europe ou plutôt les États-Unis? Non, ça, j'ai aucune religion là-dessus. Franchement, aucune religion là-dessus. Il y a des pour et des contre dans les deux cas. La baisse des taux en Europe, c'est bon pour les small caps, mais après, tu peux te prendre les droits de douane, on ne sait pas trop. Les États-Unis, moi, je pense qu'il y a un risque de récession. Donc,
J'ai pas de préférence entre les deux. Si vous avez la chance d'être en bénéfice, voilà, peut-être alléger un petit peu son portefeuille, faire En un peu de bénéfice cash. ou en déficit? Même en déficit, tu Mais dirais. non, mais il faut toujours oublier son prix de revient quand tu investis. Tu vois, on s'en fiche de ce qui s'est passé hier. La même personne, c'est un peu comme quand tu joues à la roulette entre le rouge et le noir. Il y a autant de chances à chaque coup. C'est pas parce que le noir est tombé 5 fois que. Donc c'est pareil. C'est pas parce que tu as perdu que tu vas te refaire la cerise. Et c'est pas parce que tu as gagné que tu vas perdre ton gain. Autrement dit, tout le monde est sur la même case départ aujourd'hui. Ok. Et là, bon. Tu as du cash, donc j'imagine que tu es prêt un petit peu, que tu guettes un petit peu des choses. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu surveilles un petit peu en particulier? Est-ce que tu te dis, par exemple, bon, avec ce qui se passe là, finalement, ça pourrait repartir sur la bourse US. Alors peut-être que finalement, tu n'as jamais été pessimiste sur la bourse US, je ne sais pas. Peut-être que tu surveilles plus l'Europe, peut-être que tu surveilles plus autre chose. Là, qu'est-ce que tu es à l'affût de quoi? Alors, moi, c'est plus quantitatif que qualitatif, tu vois. En avril, je suis à l'affût du moins 24%. Je suis à l'affût d'un craquage. Je pense qu'effectivement, cet été, c'est possible. En fait, il y a tellement d'éléments de risque qui se sont accumulés dans les économies mondiales avec une pile de dettes qui est tellement énorme que je pense qu'il est possible qu'il y ait un craquage. Tu vois, je sais qu'on va parler des taux français. On va en parler de la dette après. Mais c'est possible qu'il y ait un craquage. L'année dernière, un des grands sujets, c'était la dette de l'immobilier commercial aux États-Unis, qui est un encours de 2100 milliards, qui est essentiellement logé dans les banques régionales. Dans le même temps, on a Trump qui va réduire la régulation des banques régionales. Tu vas avoir un craquage à un moment ou l'autre sur l'immobilier commercial parce qu'il y a moins de gens qui vont au bureau, qu'il y a des immeubles qui se vendent à 10% de la valeur à laquelle ils ont été achetés il y a une dizaine d'années. Donc, en fait, dans les périodes d'excès, il y a des bulles qui se constituent à droite à gauche, il y a des mauvaises allocations de capital, donc toute la période où les taux étaient à zéro. Moi, depuis que les taux ont remonté, j'attends un craquage quelque part. Et je pense qu'il peut y avoir un craquage quelque part, je ne sais pas où. Mais du coup, je suis prudent. Bon, Valentine, c'est un peu ta spécialité. Alors, si c'est les taux, on va en parler après. Mais est-ce que tu as quelque chose Alors, les taux, on en parle après. Mais je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter ou par rapport à ce que vient de dire Louis. Je suis assez d'accord que d'avoir une poche de cash aujourd'hui, c'est intéressant s'il y a des opportunités, s'il y a un marché, si on voit un marché qui corrige comme il a corrigé début avril. Après, je vais être aussi du côté positif. Il y a beaucoup de bonnes choses aujourd'hui pour soutenir les marchés. Alors oui, on peut parler des montagnes de dettes du côté des États. Mais si on regarde les bilans du côté du privé, le bilan des entreprises, le bilan des ménages, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, il est très sain. On a des entreprises qui, depuis le Covid, se sont désendettées et qui ont du cash. Et on a des marchés de la dette qui sont très, très sains. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sujet pour une entreprise, que ce soit une entreprise européenne, que ce soit une entreprise américaine, quel que soit son rating, quel que soit son niveau d'endettement, de venir sur les marchés pour refinancer sa dette. Ça, c'est quelque chose de formidable pour baisser le niveau de risque. Donc toi, tu as envie d'aller financer la dette des entreprises. Tu te dis que c'est plutôt le bon moment. Je dis qu'il y a le fait qu'on puisse accéder facilement au marché primaire, ça baisse le risque parce qu'il n'y a pas de mur de dette pour les entreprises à refinancer comme en 2010. Oui, il y a un mur de dette à refinancer, mais sur la dette américaine. Pas de sujet du côté de l'endettement des ménages, pas de sujet du côté de l'endettement des entreprises. Donc ça, c'est vraiment un point positif pour les actifs risqués, que ce soit les actions ou le crédit. Et le deuxième point, c'est qu'il y a de la marge de manœuvre aujourd'hui du côté des banques centrales, que ce soit la Fed ou la BCE, pour soutenir les économies via des baisses de taux, mais aussi en arrêtant de réduire leur bilan. Les banques centrales, notamment la BCE, cette année, a réduit lourdement la taille de son bilan. Donc il y a de la marge de manœuvre. Les bilans des entreprises et des ménages sont bons. Il y a des marges de manœuvre qui restent très importantes, notamment du côté de la Fed, mais toujours du côté de la BCE, pour soutenir les économies. Et puis du côté budgétaire, dans les années à venir, en Europe, le budget allemand, l'économie allemande va être vraiment soutenue par l'expansion de son budget. Donc ça, ce sont les bonnes nouvelles. Après, l'incertitude à très court terme, et elle existe, c'est la politique de Trump, qui pourrait mettre à mal la croissance mondiale avec cette hausse des droits de douane qui pourrait vraiment pénaliser les échanges commerciaux mondiaux. Et on va parler du crédit là dans quelques instants. Juste avant de passer au crédit sur la bourse, Louis, en gros, pour résumer, pour l'instant, tu fais rien, tu as 15% de cash, tu attends potentiellement... 15% de cash, ça veut dire 85% investi. Donc je suis d'accord aussi avec ce que dit Non, mais quand je dis que tu fais rien, c'est que tu restes investi, mais tu as quand même une recommandation, entre guillemets, ce que tu disais, c'est que t'appelais potentiellement à pouvoir s'alléger un petit peu, avoir un petit peu de cash, et pour après, éventuellement, parce que
tu pouvais être pessimiste. Mais en fait, si tu as du cash au moment ce qu'on appelle un drawdown, c'est-à-dire ces épisodes qu'on a quand même assez régulièrement, qu'on doit avoir max minimum tous les 2 ans, de fortes baisses, et que tu écoutes Warren Buffett, le Warren Buffett qui sommeille en toi, et ben c'est quand même le moment où tu vas faire beaucoup de ton rendement. Avec ces 15%-là, tu peux faire beaucoup de ton rendement parce que tu es patient et que tu vas faire du bottom fishing et que tu vas pas écouter les autres et te dire, bon, allez, j'y vais, même si... Parce qu'il faut savoir que dans les points bas de marché, c'est là où on tend le micro aux pessimistes le plus. C'est sûr. Moi, je me rappelle en mars 2009, d'accord, point bas absolu de la grande crise de 2008-2009, on n'entendait que Nouriel Roubini, Dr Doom, nous parler du fait que ça allait aller encore pire et qu'on allait encore plus bas. Donc, c'est difficile. Il ne faut pas imaginer que c'est facile de mettre de l'argent dans les points bas. Non. Donc, c'est une discipline. Si on n'est pas capable, à ce moment-là, il ne faut pas en retirer parce que structurellement, les marchés sur longue période donnent un rendement qui est supérieur à toutes les autres classes d'actifs. Point barre. Et gardez à l'esprit qu'il y a des très bons fondamentaux en ce moment. Franchement, c'est important de garder ça à l'esprit. Qu'il y a ce risque Trump, mais que les fondamentaux, aujourd'hui, ne sont pas mauvais. Ce qui veut dire que ça peut tomber d'un côté ou de l'autre. Et exactement. Du coup, il faut être exposé. Et s'il y a une correction, c'est une opportunité pour en remettre. Ouais. Ok, et juste pour finir là-dessus, je réinsiste, là tu penses que, tu parlais par exemple à 2 ans, là tu penses qu'on peut avoir un crack, entre guillemets, je mets des guillemets parce qu'après est-ce que c'est un crack ou pas, bon ça c'est un autre débat, mais tu penses qu'on peut avoir un trou d'air plus fort que celui du 2 avril là, avant la fin de l'année 2025? Ouais, je pense que le risque récessif est là. Il y a plein d'éléments positifs, je suis d'accord. Mais de manière, quand on parle d'un risque, est-ce que c'est 20% tout ça est statistique. Donc, si c'est 20%, ben, tu gardes 15% de côté pour pouvoir jouer ces 20%. Puis, s'il ne se passe pas, c'est pas grave. Tu trouveras un autre moment. Mais oui, je pense que le risque aujourd'hui, avec le type d'administration qu'on a, avec la déstructuration des économies, des échanges mondiaux, oui, c'est tout à fait possible. Puis, on va parler de la dette des États. Moi, je suis inquiet. C'est quand même pas si évident d'évaluer ce risque Trump, parce que ce rebond de hausse des droits de douane, honnêtement, moi, je ne m'y attendais pas. D'une nouvelle annonce d'avoir plus 30%, c'est quand même Trump a surpris Valentine. Voilà. Bon, il a surpris beaucoup de monde. Non, mais je rigole. Les marchés n'écoutent même plus. Mais oui, mais à force. Ce retour de bâton à remettre de nouvelles menaces, voilà. Et bien justement, on a une question d'Esther qui nous concerne justement par rapport à la dette des États. Hello Amaury, c'est Esther de Magma. Pour changer, j'ai une question et j'espère que tu pourras y répondre en live. On parle de plus en plus c'est un sujet pérenne, mais on parle de plus en plus de la dette française et on entend dire qu'elle explose. Est-ce que c'est un cas isolé? Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Est-ce qu'on est le seul pays dans ce cas? Mais surtout, en tant que particulier, par exemple, qui s'intéresse à des investissements, que ce soit des actions, que ce soit des investissements immobiliers, est-ce que ça a un impact direct, immédiat? Et est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Merci beaucoup Esther pour ta question. Voilà, Esther de Magma, d'ailleurs, super newsletter. Abonnez-vous à Magma. Question d'actualité. Alors, je dis d'actualité, ça fait quand même un moment que ça dure, un moment que la dette ne cesse de Depuis 74. Voilà. Donc, à chaque fois, on croule sur la dette, mais elle est toujours de plus en plus importante. Et là, on a même Donc, on a une dette de plus en plus importante. Donc, l'État français emprunte de plus en plus cher sur les marchés, ce qui fait que le rendement à 10 ans est à des niveaux de plus en plus élevés. La première question que j'ai pour Valentine, pour commencer, c'est est-ce que finalement la France, il y a beaucoup de French bashing, etc., est-ce qu'on est vraiment un cas isolé là-dessus? Non, on n'est pas un cas isolé. Comme j'ai dit que j'étais très rassurée par le bilan du privé, des entreprises et des ménages, je le suis beaucoup moins du côté du bilan des États. Et on voit aujourd'hui les besoins de financement des États après le Covid qui restent extrêmement élevés pour répondre au vieillissement de la population. Il y a des besoins de financement élevés avec le vieillissement de la population, avec les besoins aussi de financer des dépenses militaires qui vont être de plus en plus importantes. Financer également cette charge de la dette. Le coût les intérêts augmentent, donc la charge de la dette des États augmente.
Et plus spécifiquement aux États-Unis, il va falloir financer les baisses d'impôts qui vont être maintenues et les nouvelles baisses d'impôts. Donc on est dans un environnement où les besoins de financement des États sont en train d'augmenter. Et ça, on s'observe ça aux États-Unis, en Europe. C'est vraiment une histoire très globale. Et dans un contexte où on peut s'interroger sur la demande. Les banques centrales continuent de réduire la taille des sorts-bilans, donc sont vendeurs. Alors, quand tu dis la demande, c'est la demande pour qu'ils prêtent aux États, hein, pour qu'ils puissent se financer. Hein, c'est ça. Oui, la demande. Donc on a les banques centrales aujourd'hui qui vendent de la dette des États. Et puis on a aussi des acheteurs traditionnels d'actifs européens et d'actifs américains qui sont les investisseurs japonais. Pour l'instant, ils continuent d'acheter de la dette européenne. Mais on peut s'interroger de l'appétit des investisseurs japonais pour acheter de la dette européenne, alors qu'on a le rendement de la dette japonaise qui est en train d'augmenter. Donc à un moment, les Japonais vont se dire c'est peut-être pas si intéressant que ça d'aller investir en Europe quand on a un rendement du 10 ans japonais à 1,5. Et par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui qui s'interrogent sur le dollar. Parce que si on regarde pour un investisseur européen, par exemple, aller investir investir aux États-Unis, ça peut être intéressant, mais corriger des dernières variations au dollar, on perd de l'argent. Donc, il y a quand même, aujourd'hui, on s'interroge sur cette demande pour la dette des États, qui, jusqu'à présent, reste solide. Hein. Mais dans un contexte où ces besoins de financement, on ne les voit pas baisser. Hein. Bon, donc c'est pas un cas isolé, c'est le cas d'un petit peu de tous les États. Mais Louis, qu'est-ce que ça change pour les investisseurs là, concrètement ? Thèse, antithèse. Moi, Allez, je dis c'est c'est un cas isolé. Ah oui, moi je dis c'est un cas isolé. Je suis d'accord avec tout ce que dit Valentine, mais la France a quand même une particularité par rapport aux autres États, c'est que, on nous compare souvent à l'Italie, mais l'Italie est infiniment plus vertueuse que nous. Elle a certes plus de dettes, mais elle a ce qu'on appelle un bénéfice primaire, c'est-à-dire qu'elle a réussi à contraindre ses dépenses publiques par rapport à ses recettes, de manière à faire un bénéfice avant remboursement ou charge d'intérêt de la dette. Nous, ce n'est pas du tout le cas. Nous, on est à 12 km de ça. On est à 3 points au moins. On est à 3 points de déficit primaire. Premier point. Deuxième point, on a des taux à 10 ans à 3,4%. En pure théorie économique, d'accord, il faut que notre croissance nominale, c'est-à-dire notre croissance réelle, potentiel 0,5% de la France, plus l'inflation, on est à 1,5, probablement 2. Allez, on va prendre 2 parce qu'on se sent généreux aujourd'hui. Donc ça fait on va 2. Tourner à 1 cette année. Hein. Voilà, mais moi je suis généreux, donc je dis 2,5. On doit payer des charges d'intérêt à 3,4%. En fait, ce que ça veut dire, c'est que tant qu'on ne se contraint pas sur le budget, ça veut dire qu'on a l'effet boule de neige. En fait, les intérêts font grossir la dette, etc., en pourcentage du PIB. Donc c'est une catastrophe. Et en fait, on est dans une situation politique où on ne voit pas le bout. Et donc, moi, je pense qu'il y a un risque de crise de la dette française. Ça veut dire crise de la dette en euros, de manière générale, parce que là, si vous avez aimé la Grèce, vous allez adorer la France. Et je pense que le risque... on ne voit pas le bout. Moi, je ne vois pas Bayrou sortir ses 40 milliards de... Imaginons, il y a une crise de la dette. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? En gros, très concrètement, alors ça fait un peu lunaire de poser cette question, mais pour les particuliers qui nous écoutent, qui sont investis, etc., qu'est-ce que ça changerait pour eux ? Crise de la dette, ça veut dire qu'on est sous tutelle du FMI, qu'on est obligé de slasher nos dépenses de manière massive. Oui, mais est-ce qu'en tant qu'investisseur particulier, il y a des choses à faire ou à ne pas faire ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Dans un premier temps, le jour où il y a une crise de la dette en France, avoir des actifs en France, au début, c'est pas une super idée. Et probablement qu'avoir des actifs en Europe, ça va prendre un jeton s'il y a une crise de la dette en France. Et c'est là où tu es mes petits 15% de cash. Ils sont bien, parce que il y aura résolution à un moment ou l'autre. Mais après, quel type de douleur ? Parce que qu'est-ce qui va se passer en France si on annonce aux Français, comme on annonçait aux Grecs ou aux Portugais à l'époque, qu'ils n'allaient plus avoir toutes les prébendes et distributions qu'ils avaient historiquement. Je ne dis pas que c'est un scénario dominant. Je ne vois juste pas... Je vois pas le chemin de sortie de la situation dans laquelle on est. Non mais ok, et donc Louis achètera dans la douleur. Voilà. Non, parce que le risque, ça va être les hausses d'impôts. En fait, ce que disait tout à l'heure Valentine, c'est les particuliers et les entreprises sont dans une forme olympique et n'ont pas de dette. Bon, moi, j'entends, on va transférer de l'argent de ceux qui vont bien vers ceux qui vont pas bien. Et donc, les Français ont un consentement à l'impôt.
Voilà. Et on va trouver tout d'un coup des dizaines de milliards dans les poches Et de justement, quelques pauvres R qui ont durement travaillé. justement, le gouvernement va annoncer cet après-midi à 16h, a priori, un plan d'économie de 40 milliards. Alors, Valentine, pour commencer positivement, et après on passe la parole à Louis. On est quand même loin de la 40 crise de milliards d'économies. Alors, je vais d'abord rebondir sur ce qu'a dit lui. On est quand même loin d'une crise de la dette aujourd'hui. Il y a une demande pour la dette française qui reste extrêmement forte. Et on a une dette qui est assez bien gérée. Il y a un vrai sujet avec notre niveau de dépenses qui reste extrêmement élevé par rapport aux autres standards des pays européens. On a un niveau de dépenses par rapport au PIB qui est beaucoup trop élevé. Mais c'est pour moi plutôt un sujet de moyen terme qu'un sujet de très très court terme. On a une dette, la maturité moyenne de notre dette tourne autour de 8 ans. On n'est pas comme aux États-Unis où il y a des besoins de financement à très court terme qui sont très élevés. Mais par contre, il faut être très très sérieux aujourd'hui. On est quand même à la croisée des chemins. Aujourd'hui, il faut que les marchés, les investisseurs restent confiants sur le fait qu'on soit capable, à moyen terme, on a des objectifs à 2029, de faire baisser notre niveau de dépenses. Et donc, 40 milliards d'économies qui devraient être annoncées là cet après-midi. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou alors c'est juste de la poudre de perlimpinpin Non, mais c'est une très bonne nouvelle. Après, il faut être capable. Après, ça va être qu'un projet. Après, il va être déposé au Parlement début octobre. Il faut qu'il soit voté. Et là, on voit qu'il n'y a pas quand même un Parlement qui est très uni. Donc, il y a quand même des risques d'avoir énormément de discussions autour de ces baisses de dépenses. Et rappelons-le, ce n'est pas des baisses de dépenses. C'est d'avoir des dépenses qui baissent moins vite que la croissance. Donc, on n'est pas en train de parler d'avoir des dépenses. À la limite, l'objectif, c'est d'avoir un gel des dépenses. Oui, c'est plus Parce qu'il faut quand même rappeler l'année dernière qu'on a eu un niveau de dépenses qui a continué d'augmenter plus vite que notre niveau de croissance. Donc, c'était quand même gênant. Là, il faut quand même qu'on arrive à basculer, à avoir plus de croissance de l'activité, du PIB, que des dépenses. C'est quand même là notre objectif. Louis. Moi, j'y crois pas une seconde. C'est-à-dire que je pense que Bayrou, qui est le roi de l'immobilisme, historiquement, à chaque fois qu'il a été aux affaires, là, en l'occurrence, se retrouve dans une situation où il faudrait le mec le plus malin de la classe, et encore, on n'est pas sûr qu'il y réussirait, à ne pas se faire censurer à droite à gauche. On les voit tous se lever, ils ont tous leur clientèle. Tu vois. Donc, à partir du moment où ils ont tous leur clientèle, que ce soit les retraités, normalement, la logique voudrait qu'on tape en premier sur les retraités. C'est un poste très important. C'est une évidence. Mais parce qu'on a menti pendant des décennies sur une vérité qu'un enfant de CM2 pourrait comprendre, qui est que le vieillissement de la population fait qu'il faudrait théoriquement travailler de plus en plus vieux si on veut maintenir la retraite par répartition. Ah, mais bizarrement, on fait de moins en moins de gosses. Ça, c'est ennuyeux. Donc, c'est un système qui ne fonctionne pas. Et donc, c'est totalement impossible avec Marine Le Pen qui essaye de capter les retraités. Les retraités sont ceux qui votent le plus. Les jeunes de votre acabit, ils votent le moins. Donc, en fait, je pense que c'est une équation impossible dont on va devoir se décharger d'une manière ou d'une autre par une tutelle, parce que le monde politique français est déliquescent. Bon, et donc... on n'y est pas là, on n'est pas à ce niveau-là. Ouais, oui, mais tu vois, avec l'histoire, ça peut venir très très vite quand même. Ce qu'il faut quand même comprendre, je suis vraiment d'accord avec lui, les retraites, c'est extrêmement important, et notre système de retraite va commencer à être déficitaire à partir de 2030. Et 2030, c'est dans 5 ans. Et qu'il faut vraiment que, je dirais, la France, les Français, le gouvernement comprennent que ce déséquilibre démographique va commencer à peser lourdement dans la balance. C'est pour ça qu'il faut capitaliser pour sa retraite et écouter Allô la Martingale et investir. Capitaliser, oui. Mais non, mais c'est vrai, il faut aller... Capitaliser, ça comme devient... aux États-Unis. Le système, oui, capitaliser, c'est un facteur important. Et puis, bien comprendre que la retraite à 64 ans, on ne peut pas reculer cet âge. Mais c'est dingue parce que les cotisations, moi j'ai calculé une fois, j'ai reçu, arrivé à 50 ans, un beau papier qui me donnait les centaines de milliers d'euros que j'avais cotisés. C'est 30% entre le patronal et le salarial, c'est 30% de ta rémunération brute. Tout ça qui part à la poubelle, parce que tout ça, c'est pas capitalisé, ça va sur des gens qui sont retraités aujourd'hui. Il n'y a pas les gosses derrière pour notre retraite à nous, ou de moins en moins, ou bien ça va être une retraite qui va se réduire comme peau de chagrin, parce qu'on a menti sur des réalités démographiques simples. En 2050, il n'y aura plus que 1,3 cotisants pour
un travailleur. En 2070, il n'y en aura plus que 1 pour 1, alors qu'on était à 43 pour 1 en 1946. Enfin, c'est la démagogie de ces gens est dingue. Non, mais ça, ok. Et, donc, et on ouais. est surpris aujourd'hui par la baisse de la natalité. Ça, c'est quelque chose qu'on observe Ouais. dans toutes les économies développées. Cette baisse de la natalité, aujourd'hui, nous surprend. Et pour finir là-dessus, si on veut préparer sa retraite, mais en faisant du crédit, qu'est-ce qu'on très bonne fait? idée. Voilà, Très bonne mais idée. attends, qu'est-ce qu'on fait, Valentine, la Valentine? reine du crédit. Et bah non, mais c'est ça. Et puis avec tout ce qu'on a dit là, ces besoins grandissants de financement des États. Bon, déjà, juste si on veut faire, en gros, il y a deux types de crédits entre guillemets qu'on peut faire, deux types de dettes. Il y a à la fois la dette souveraine, donc ça veut dire prêter aux États, et à la fois la dette privée, si je peux dire ça, ouais, privée, c'est on prête à des entreprises Exactement. ou à des particuliers. Mais là, on va plutôt parler des entreprises. Pour la dette des États, rapidement, est-ce qu'il faut continuer à prêter aux États? Voilà. Oui, on peut continuer. Mais moi, je trouve aujourd'hui, je reste très très positive sur le crédit. Parce qu'on est, pour l'instant, évidemment, il y a un scénario de risque qui existe, mais pour l'instant, nous, on n'a pas de scénario Et de quand tu dis positif sur le crédit, tu parles des États ou des entreprises? crédit des Ou les deux? entreprises. Surtout le crédit des entreprises aujourd'hui que je trouve très intéressant. Ok. Plus intéressant que, juste pour finir là-dessus, plus intéressant que celui pour les États. Pour Toi, l'instant- entre oui, les deux, et- tu irais plutôt sur Moi, l'entreprise. entre les deux, pour l'instant, j'irai sur les entreprises. Ok, donc sur les Exactement. entreprises, dis-nous pourquoi c'est intéressant. Parce qu'on est dans un environnement aujourd'hui où moi, je n'anticipe pas d'avoir une récession. Et il y a des banques centrales, pour moi, qui vont continuer de baisser leurs taux. Et on a les bilans du secteur privé qui sont extrêmement sains. Alors, tant qu'on a des banques centrales où on anticipe qu'elles vont continuer de baisser leurs taux, on voit qu'il y a des flux très positifs sur cette classe d'actifs parce que les investisseurs veulent aujourd'hui capter le rendement avant d'avoir des rendements qui soient inférieurs dans 18 mois. Ok. Donc, on a un environnement qui reste positif parce que pas de récession, parce que des bilans privés. On a des facteurs techniques qui sont très positifs parce qu'on voit qu'il y a des flux acheteurs sur cette classe d'actifs. On doit capter aujourd'hui le rendement avant que les banques centrales ne continuent de baisser leurs taux. Les fondamentaux sont bons. Les entreprises sont extrêmement prudentes dans la gestion de leur bilan. Et on a des rendements qui restent sur des niveaux attractifs. Ok, donc pour toi, il y a un rendement risque qui est intéressant là-dessus. Un particulier là, qui veut faire ça, qu'est-ce qu'il fait concrètement là, s'il veut s'exposer un peu à ça? Il y a des fonds de crédit qui sont intéressants. Nous, on a des fonds de buy and watch. Ça veut dire, par exemple, sur le high yield, buy and watch 2029. Alors le high yield, c'est quoi? C'est les entreprises qui ont un plus haut rendement parce que c'est plus risqué, c'est ça? Exactement. De toute façon, c'est assez facile. En finance, on a quand même le rendement qui est assez corrélé au risque en général. C'est la règle de base. Et donc, l'idée de ces fonds à maturité, c'est que les gérants achètent des obligations d'entreprise qui ont une maturité, qui vont arriver à maturité dans 5 ans, qu'ils ont sélectionné et qui sont notés 2B. 2B, c'est une catégorie de rating. Et donc, on va pouvoir bénéficier donc, du rendement de ces entreprises sur cette période de 5 ans. Ok, très clair. Et donc, ce genre de fonds, pour moi, des fonds à maturité fixe, sont des fonds qui restent extrêmement intéressants pour les investisseurs. Louis, une dernière question qui a rapport avec la dette, parce que tu adores ça. Emmanuel Macron qui double le budget de la défense. Déjà, je sais pas comment d'ailleurs l'argent va être pris, etc. Est-ce que toi, c'est une thématique, alors tu es plutôt spécialisé dans la tech, mais dans la tech, il peut y avoir aussi un peu de la défense. Est-ce que toi, cette annonce, tu te dis, ok, je vais d'autant plus regarder cette thématique ou je vais d'autant plus m'y exposer? Est-ce que ça te fait quelque chose? Oui, en fait, c'est pas l'annonce d'Emmanuel Macron qui va faire le gros de la blague, c'est surtout celle des Allemands. Parce que les Allemands, ils vont passer d'un budget qui fait peut-être 60 milliards à genre 180 milliards. Donc c'est vraiment puissant. Et puis, eux, ils ont le potentiel de le financer. Et puis, de manière générale, on a déjà les Polonais qui sont arrivés à 4%. En fait, toute l'Europe prend conscience qu'il va falloir se réarmer parce qu'on va devoir assurer notre propre défense et qu'on est dans un paradigme qui a changé dans un monde dans lequel ça va être de plus en plus à la loi du plus fort et on est entouré de beaucoup de traits plus forts assez mesquins. Donc, je pense que la France, là-dessus, va avoir du mal à tenir son rang parce que tant qu'elle n'a pas résolu son problème de dette, elle va avoir du mal à véritablement tenir la dragée haute. Puis ça va être compliqué. Avant, on avait l'armée la plus puissante de l'Union européenne, hors britannique et encore peut-être britannique inclus, avec les Allemands qui vont monter en gamme. Ça va être compliqué. Ça va être d'autant plus compliqué qu'il y a des enjeux industriels clés et qu'on va perdre beaucoup. C'est sûr qu'il faut avoir
une stratégie industrielle de défense européenne, on risque de perdre beaucoup d'arbitrage. Et puis, au final, les Allemands restent quand même assez atlantistes. Et tout ça va se traduire par des achats d'armes aux États-Unis, ce qui est un peu décevant. Donc, Macron, c'est le roi de l'annonce. Il en a fait plein. Les chocs de machin, de simplification, ça fait 7 ans qu'on en bouffe. Donc moi, j'attends de voir la réalité. Et surtout, la réalité, ce sera le jour où les finances publiques sont bien gérées. Là, je croirai véritablement au plan qu'on nous propose. Mais là, j'y crois pas du tout. Voilà. Bon, on va finir là-dessus, mais Valentine, Non, a quelque chose je suis un avant peu les questions d'accord. cash. La vraie question aujourd'hui, c'est on va devoir augmenter nos dépenses sur la défense. C'est évident. Et la question qu'on se pose, c'est l'impact positif sur la croissance de cette augmentation des dépenses sur la défense. Et ce qu'on voit depuis le début de la guerre en Ukraine, on a déjà nos dépenses sur la défense globalement en Europe qui ont augmenté de 30%. Mais l'essentiel de ces achats ont été faits hors de l'Union européenne et notamment aux États-Unis. Et le marché de la défense européenne est extrêmement fragmenté. Donc si on veut que ces dépenses sur la défense aient un impact positif sur notre croissance, il va falloir qu'on augmente la production industrielle de biens de défense en Europe et surtout qu'on ait une part importante de ces dépenses qui soit allouée sur la recherche en développement, là où on a les coefficients multiplicateurs les plus positifs. J'explique, si on met 1 sur la recherche en développement dans la défense, globalement, 10-15 ans après, on a 2 sur la croissance. Donc c'est très 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 puissant. Donc investir sur la recherche en développement européenne et multiplier les collaborations entre le civil et le militaire. Ça sera un bon moyen de renforcer la croissance en Europe et avoir un marché de la défense beaucoup plus uni. Il y a du travail. Valentine présidente. Non, mais... Moi, je veux pour. Ah ouais. Non, mais il y a des issues très positives sur l'Europe. Mais il faut qu'il y ait une plus grande cohésion entre les pays européens et un plus grand focus sur investir. Ouais. Non, mais c'est clair. Bon, le message est passé, en tout cas. On espère que tout ça va bouger dans le bon sens. Avant de partir, j'ai 2 questions cash à vous poser pour savoir un petit peu où vous metteriez votre argent dans ce contexte. La première, vous les avez déjà eues. La première, c'est vous êtes sur une île déserte, vous enterrez un coffre dans le sable. Ce coffre, vous n'y aurez pas accès pendant 10 ans. Vous le déterrez dans 10 ans. Qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur dans ce contexte, Valentine ? Alors moi, je ne peux pas donner de nom, mais je choisirais une petite boîte de tech. Et parce que je pense que c'est là aujourd'hui où on a des gains de productivité importants et il y a le potentiel de gain le plus élevé. Donc pour toi, là, sur 10 ans, Je choisirais une petite boîte dans le secteur de la tech et je dirais c'est là aujourd'hui où on a des gains de productivité le plus importants et des potentiels le plus importants. Louis, tu pourrais nous faire la même réponse, en fait. Alors, exactement. En écoutant Valentine, je vais partiellement seulement faire la même réponse parce que je pourrais mettre 2 choses. Je pourrais mettre effectivement un Nasdaq x2 qui est un ETF d'Amundi. Tu vois, je fais de la pub Moi, je pour prends ta plus maison. de risques. Je dis, Mais- s'il y a à tout mettre, tu choisis une boîte. Non, mais justement, parce Mais là, que, tu fais moins de paris dans boîtes, les ouais. chaînes de valeur, c'est très compliqué. L'avantage d'investir dans un ETF Nasdaq x2, c'est que par exemple, si on n'a jamais cru ou on n'a jamais pensé à Nvidia, tout d'un coup, Nvidia prend son On chemin est dans son exposé patrimoine. dedans. Exactement. Et puis, Et x2, parce que le Nasdaq, c'est quoi ? C'est plus 13% sur les 30 dernières années, qui neige, qui vente, qui pleuve. Alors, c'est sûr que quand on se prend 2001 avec en 2000 avec un Nasdaq x2, ça fait mal. Mais Alors quand tu dis x2, c'est quoi ? C'est que tu mets un effet de levier dessus ? Moi, je mets rien du tout. C'est Amundi qui propose ce produit avec un effet de levier qui donne 2 fois le rendement de manière quotidienne. Mais avant que Valentine donne cette excellente idée que j'ai un petit peu twistée, j'aurais dit des bitcoins. Ah. Parce que il y a plein de raisons pour ne pas détenir du bitcoin, mais là on est dans le contexte particulier, on le met dans un coffre et dans une île déserte, parce qu'il y a une crainte fondamentale sur les monnaies à venir et que finalement, je ne vais pas aller faire l'article de tous les crypto-actifs, mais je dirais que Bitcoin est une marque qui maintenant est établie, donc c'est une croyance collective, comme l'argent, le fait qu'un billet de 50 balles puisse être un bout de papier s'échanger, effectivement, c'est une croyance collective. C'est une croyance collective, je pense, qui est là pour rester, parce que tous les grands argentiers, les grandes banques s'y sont mis, et je pense qu'on n'est pas au bout de nos anxiétés sur le traitement de la monnaie. Donc, par les banques centrales. Donc c'est l'école autrichienne Hayek, l'argent est une chose trop importante pour le laisser à la responsabilité des banquiers centraux.
je mets absolument pas tout mon patrimoine sur cette idée, mais une petite poire pour la soif en se disant, en fermant les yeux, ce que je fais en ce moment d'ailleurs. Et je le fais toutes les semaines, je mets des petits billets ici. C'est toi la hausse du Bitcoin là? Ouais, le nouveau c'est moi, record? voilà, je mets des petits billets toutes les semaines. Ouais, ça je le ferai. Ok. Et dans cette même état d'esprit, si on est un peu moins courageux, on joue l'or. Hein. Alors c'était ma deuxième idée. Ah, mais- pardon. Bon, on va voir. Bon, mais en tout cas, petit aparté sur le Bitcoin, mais ce n'est que ma thèse personnelle qui n'engage que moi. C'est que pour moi, le pire risque qui pèse sur le Bitcoin, c'est si les banques centrales commencent à bien faire leur travail, entre guillemets. C'est-à-dire que si elles deviennent vraiment indépendantes et qu'elles arrêtent de sauver la mise à chaque c'est fois, bon alors. c'est bon. le plus grand T'inquiète. risque. C'est le plus grand risque qui pèse sur Bitcoin. Tu veux dire si toutes les banques centrales travaillaient à la Suisse? Ouais. Bah non, c'est bon. Bah voilà. Donc On est c'est pour sauvé. ça que voilà. Surtout qu'il va y avoir un bras de fer entre les gouvernements dispendieux et les banques centrales. Et c'est possible que les banques centrales perdent. Et à ce moment-là, la monnaie, on en émet, etc. Ouais. Non, C'est mais pas la clair. République de Weimar, mais... Oui, non, là, Non, tu pars sur... Non, mais il y a une dépréciation de la monnaie qui est... Ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous en train de... Enfin, toutes les grandes économies développées aujourd'hui sont en train d'augmenter en même temps le bilan des banques centrales. Bon, on l'a réduit un peu depuis le Covid, hein, mais il y a globalement un mouvement d'augmentation et c'est général. Bah, c'est pour ça que. Ouais. Sauf l'Allemagne. C'est pour ça qu'il faut rester positif sur l'Europe. Sauf l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un des seuls pays d'économie développée qui arrive à avoir un bilan très propre aujourd'hui et qui a une marge de manœuvre pour soutenir sa croissance. Et pour la deuxième. Et ben la deuxième, justement. La deuxième question cash. Là, c'est plus votre investissement casino, entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, vous avez une somme d'argent qui est à vous, mais dont vous n'avez pas besoin. Ce n'est pas l'argent de vos clients. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Et voilà, si vous aviez un pari un petit peu spéculatif à faire, un pari sachant que vous pouvez gagner gros, mais aussi perdre gros, dans quoi vous iriez là, maintenant, tout de suite, Valentine? Alors, oui, moi j'irais sur les small caps européennes. Et franchement, c'est pas forcément aussi risqué, je trouve, parce que les niveaux de valorisation sont extrêmement attractifs. Et je ferai le pari aujourd'hui, pour les 10 prochaines années, du rebond de l'économie européenne. Parce que si on regarde, comme je viens juste de le dire, qui est l'économie aujourd'hui qui a une dette sur PIB qui est basse, qui est l'Allemagne à 63%, des marges de manœuvre pour soutenir son économie et écrire une nouvelle histoire, eh ben c'est l'Allemagne. Small cap allemande? Alors les small cap allemandes, mais plus généralement, on peut quand même espérer que la relance de l'économie allemande ait un impact positif sur l'Europe. On peut aussi espérer qu'il y ait quand même plus de cohésion au niveau européen, pas seulement de la cohésion budgétaire ou monétaire, mais une cohésion en termes de réglementation, etc. Moi, je ferai ce pari pour les 10 prochaines années. Très bien, ça fera plaisir à Eric Lewin. Je lui poserai la question dans 15 jours. Louis? Moi, ça serait les minières aurifères. En fait, les minières aurifères, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont en retard par rapport à la hausse de l'or et qu'en même temps, l'un de leurs principaux intrants, c'est-à-dire cost of goods sold, enfin, matière première, c'est le pétrole. Et donc, moi, je pense que structurellement, le pétrole est baissier et que l'or est structurellement haussier pour les mêmes raisons que j'ai énoncées tout à l'heure sur les risques autour des gestions des monnaies par les banques centrales. Et donc, on a de l'argent à gagner sur les minières aurifères. Et en fait, l'or, c'est intéressant parce que j'allais dire, c'est un peu comme le Bitcoin, c'est l'inverse. Mais le stock d'or augmente chaque année de 1,5 à 2,5%, pas plus. D'accord ? Donc, il y a quelque chose de très vertueux, un peu comme le minage des bitcoins. Et l'autre élément, c'est qu'on est à un record de banques centrales qui augmentent leurs réserves en or. Il y a tout le risque de la dédollarisation, c'est-à-dire de banques centrales qui se disent est-ce que vraiment je vais détenir des actifs en dollars compte tenu des découplages, des risques géopolitiques, hein. Je pense que Poutine n'a pas trop aimé se faire carotte 200 milliards de dollars. Donc, de plus en plus, on rapatrie ces réserves d'or et on constitue des réserves d'or comme une alternative au dollar parce que finalement, il n'y a pas véritablement d'autres alternatives au dollar. Donc toi, tu penses que ces sociétés-là qui minent de l'or, l'or va prendre de la valeur, donc finalement, ce qu'elles vont extraire va prendre de la valeur et elles vont produire potentiellement moins cher avec un pétrole qui l'est moins. C'est ça ton idée? Exactement l'idée. Ok, C'est très clair. spéculatif. Oui, évidemment. On précise que ceci n'est pas un conseil d'investissement, ce ne sont que des idées. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Valentine Hénouz, responsable de la stratégie taux chez Amundi Institute. Merci beaucoup, Louis de Montalembert, gérant senior chez Sony Asset Management. Et c'est quoi ta nouvelle aventure là? Si tu avais un mot à rappeler, le fond en question,
C'est Sam Cloud Revolution, donc c'est vraiment l'idée de Marc Andreessen, le logiciel va manger le monde, qui est complété par ce que dit Mustafa Suleyman, le fondateur de DeepMind, l'IA va manger le monde. Oh là là, soyez prêts. Mais surtout, prenez le contrôle de votre argent. Salut, à très vite.